on a tous en tête en fait le format, on va dire classique, mais qui n'est pas tant que ça, de l'auteur qui va proposer sa création à l'éditeur. Donc on a ça par exemple pour la création de Superman. On sait que c'est Joe Shuster et Jerry Siegel qui ont proposé en fait au futur DC Comics le personnage de Superman avec tout ce qu'on leur connaît par la suite. Là pour le Phantom, ça s'est pas passé exactement comme ça. À savoir que on a ce qu'on appelle un groupe de presse. Donc en fait là c'est une société qui s'appelle King's Feature Syndicate. Et donc un syndicate, c'est une société dont le travail est de vendre souvent des articles de journaux à différents journaux. Comme nous, on pourrait avoir par exemple l'AFP qui vend ses articles à différents journaux. Là, le King's Feature Syndicate, lui, il est spécialisé en fait dans les non-news, c'est-à-dire tout ce qui compose un journal et qui n'est pas de l'actualité. Donc, ça va être les jeux, les bandes dessinées, des espaces publicitaires, que sais-je, voilà. Donc, King's Features Syndicate, ils ont alors dans leur écurie un monsieur qui s'appelle Lee Falk, qui rencontre déjà un grand succès avec un personnage qui s'appelle Mandrake le magicien, donc, dont le comic strip est un grand succès. Et du coup, ils vont lui demander de créer un autre personnage pour des journaux à travers le pays. Et donc, c'est comme ça qu'il va créer le Phantom. Vous vous en doutez, vu que toute la vidéo va être sur lui. Voilà. Donc, pour créer le Phantom, Lee Falk, il va s'inspirer à la fois du mythe arthurien. Il va s'inspirer un côté un peu shakespearien, on va voir ça. Et il va prendre en fait des choses qui marchent bien à l'époque et il va les transformer un petit peu. C'est-à-dire que le Phantom, il faut bien se dire que là on va parler d'un truc qui va avoir du succès. Hein, si on fait une vidéo et si le Phantom existe toujours, c'est qu'il a eu un certain succès. Mais en fait, il n'a rien de révolutionnaire à l'époque. C'est-à-dire que le Phantom, il va s'inspirer. Les inspirations les plus grosses vont être Tarzan. Et le Phantom Stranger en Pulps, on a aussi un peu de Zorro, puisque là je ne l'ai pas encore dit, mais en fait on est en 1936, on est donc 2 ans avant la création de Superman. Donc on n'est pas encore sur du super-héros, le super-héros ça n'existe pas, on est sur du justicier. Là on est sur du justicier dans la jungle comme Tarzan. Donc on est plutôt sur un jungle hero. Ça s'inspire aussi du Shadow. Et en fait on a vraiment le Phantom va être un personnage transition entre les jungle heroes façon Tarzan et les super héros façon Batman. Voilà. On a un peu le chaînon manquant avec le Phantom. Alors le Phantom, soit si je suis bon en montage, je rajouterai une image ici, sinon je vais me contenter de juste montrer ça et dire oh là là, regardez bien. Du coup, il a un costume violet, il a une grosse ceinture, il a un symbole de tête de mort. Il a surtout, ce qui est important dans son chara-design, ça va être qu'il a un domino sur les yeux et un domino qui va cacher les pupilles des yeux. Alors, ça, l'origine en fait elle est plutôt rigolote parce que du coup aujourd'hui c'est un truc très accepté dans le super-héros, à savoir que le masque cache du coup les pupilles et du coup cache on va dire l'identité, l'âme du super-héros, mais ça à l'époque c'est une révolution et c'est une révolution un peu involontaire puisqu'en fait Lee Falk à ce moment là il s'inspire des statues grecques et les statues grecques, vous en avez déjà vu, en fait elles ont les yeux entièrement blancs en fait. Parce que Lee Falk il trouve que ça donne un côté inhumain, voire surhumain aux statues. Mais il ignore totalement à ce moment-là que les statues grecques, dans l'Antiquité, elles étaient peintes. Et que du coup il y avait les pupilles qui étaient peintes. Aujourd'hui ça on le sait, mais Lee Falk lui en 1936 il ignore totalement. Donc il s'inspire de ça pour donner à son personnage un aspect inhumain et ça va être important pour le personnage. On a cette apparition d'un code visuel qui va être le symbole de l'identité duelle du super-héros. Alors que pour le coup, le Phantom,
n'a pas d'identité secrète. C'est pas un personnage à identité secrète, du coup il n'y a pas d'identité duel. Il y a le nom de Kit Walker qu'il peut prendre, hein, qui peut enlever son masque et du coup se mêler à la foule. Mais en vrai, c'est pas une identité secrète. On va y revenir ça plus tard dans l'histoire. Donc voilà, donc un peu comme pour Superman qui va poser toutes les bases du super-héros sans respecter aucune, et ben là on a la même chose pour le fantôme qui va créer quelque chose de très important dans le chara-design des super-héros sans pour autant que ce soit quelque chose en fait qui a été voulu comme tel. On va vite passer sur le fait qu'il a des pistolets. Ça en fait on peut repérer, on va voir plus tard, il y a différents fantômes et en fait chaque fantôme a des pistolets différents en fonction de l'époque. Bref, ça c'est plus anecdotique. Ce qui est important, c'est, on a dit qu'il était dans la jungle, on voit qu'il a un costume violet, la couleur du costume du fantôme, c'est toute une affaire. En gros, dans les différents pays où a été édité le fantôme, il a eu différentes couleurs, puisque en fait en 36, quand il commence dans le comic strip, le fantôme c'est en noir et blanc, donc du coup la question ne se pose pas, et les folk parlent même de Grey Ghost, donc de fantôme gris, dans ces récits. Même au moment où on va voir les pages couleurs du dimanche, qui du coup on voit qu'il est violet et le texte dit fantôme gris. Voilà, parce qu'à la base il avait pensé comme ça. On ne sait pas trop pourquoi son costume est violet, si ce n'est que l'explication la plus probable. Et c'est simplement que l'imprimeur, en fait, en 36-37, pour les premières pages couleurs, en fait, il y a l'explication des plain colors, à savoir que si l'imprimeur veut faire un gris, il ne peut faire qu'un seul type de gris. S'il veut faire un rouge, il ne peut faire qu'un seul type de rouge. Donc du coup, le gris, c'est sûr qu'il va y en avoir dans le décor. Si il fait le fantôme de couleur grise, le fantôme va se fondre dans le décor. Et là, c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, comme on est dans la jungle et qu'il va y avoir forcément du vert, il est assez logique de prendre une couleur en opposition au vert, et le violet s'impose un peu de lui-même. C'est-à-dire qu'on est sur le rouge ou le violet qui sont les plus logiques. Donc du coup, aux États-Unis, le violet va arriver. Nous, quand on va avoir le comics en France, alors il faudra que je regarde mes notes, tout à l'heure on va en reparler, mais il me semble que c'est en 38 qu'on a les premiers comics du fantôme qui apparaissent. Et du coup, peut-être un peu plus tard que 38 quand même, mais en tout cas chez nous il va être rouge, ailleurs il va être bleu, enfin voilà. Il va avoir de toutes les couleurs le fantôme. Bon. Allez, du coup on va faire un résumé très rapide de l'histoire du fantôme, parce qu'il y a d'autres vidéos qui parlent de ça, qui vont s'intéresser plus à qu'est-ce que raconte l'histoire du fantôme, et en fait moi dans cette vidéo je vais plutôt m'intéresser au côté éditorial de la chose. Un marin qui est sur l'un des navires de Christophe Colomb, qui se fait attaquer par des pirates. Le monsieur se fait tuer, son fils jure de prendre sa revanche, et donc là on a le côté shakespearien où il jure de prendre sa revanche en jurant sur le crâne de l'homme qui a tué son père. Et en fait il jure pas tellement il jure de venger son père, il fait dans la foulée, mais il va surtout jurer sur le crâne que son fils et le fils de son fils et chaque génération comme ça va prendre le relais et du coup devenir le fantôme pour relayer ça. Donc on a vraiment un super-héros générationnel où en fait chaque fantôme qu'on suit est le fils du précédent. On a l'habitude en fait de suivre le fantôme du 21e siècle, qui en vrai est plutôt le fantôme du 20e siècle, voilà. Parce que du coup les années 2000 tout ça ça faisait un peu bizarre de dire fantôme du 21e siècle, bref on va pas s'égarer là-dedans. Donc du coup ce fantôme là, comme je disais, en fait n'a pas d'identité secrète, puisque il est né pour devenir le fantôme suivant, comme son fils sera le fantôme suivant, etc. Il y a eu une seule femme fantôme qui était la sœur jumelle de l'un d'entre eux, voilà. Et du coup en fait le fantôme protège le Bengala. Alors je vais dire Bengala dans cette vidéo plutôt que Bengale, puisque Bengale est une
plutôt mauvaise traduction de Bengala, qui était en fait un pays imaginaire pour les folks. Je ne sais pas s'il était au courant qu'il y avait un pays qui s'appelait réellement le Bengale, et du coup aux États-Unis qui s'appelait aussi Bengala, mais en tout cas une meilleure traduction serait Bengala ou Bengali plutôt que Bengale, puisque du coup on n'est pas du tout en Asie, on est sur un pays imaginaire qui est entre l'Asie et l'Afrique, voilà, qui serait en Afrasie, on va dire. Et donc du coup le fantôme protège cette région. Il la protège des pirates, il la protège des mercenaires, des esclavagistes notamment. Il la protège aussi d'une confrérie qui s'appelle la confrérie des Singh, même si le nom va changer, parce que les folk, on va le voir plus tard, mais faisait très attention aussi à ne pas véhiculer de connotations racistes. Et comme le fantôme va avoir un grand succès en Inde et que Singh est un nom très commun en Inde, il a changé aussi le nom, voilà, de cette grande famille de pirates, de cette confrérie de pirates. Voilà. Après on a des personnages récurrents, on a le love interest avec Diana, on a son fils qui va s'appeler Kit lui aussi, il a aussi une fille qui s'appelle Héloïse, un loup qui s'appelle Devil, un cheval qui s'appelle Hero, des ennemis récurrents comme des pirates de l'air qui sont uniquement composés de femmes, qui est le Skyband. Voilà. Bref, on a tout le décorum en fait d'un super-héros, ou en tout cas d'un justicier avec tout ça. Et du coup, rien en fait, hein. On suit le personnage dans le présent au XXIe siècle. Voilà. Donc, on a ces personnages qui lui gravitent autour, et notamment Diana, du coup son love interest, qui apparaît elle aussi en 36, mais ne va l'épouser quand même qu'en 77. Donc on est en train de parler de 41 ans d'abstinence pour un personnage dont il est question que son fils reprenne le flambeau. On a donc un truc un peu antinomique avec un récit où au début on a l'intrigue amoureuse qui va être très importante, hein, dans les premiers écrits, dans les premiers récits. La question du fantôme et de Diana qui se tourne autour est quand même centrale, mais du coup le fantôme ne couche pas. Il est, voilà, c'est abstinence, bien régler tout ça. Et il va se poser quand même la question de en fait s'il couche pas et qu'il lui faut un descendant, comment on fait? Et ben là Leafolk il a une idée, hein, c'est que un beau matin le fantôme trouve devant sa grotte un bébé, et du coup ce bébé va être son fils adoptif, Rex. Ça va mettre des années pour qu'on nous dise, alors spoiler, mais Rex était en fait un prince d'un autre pays. Voilà. Mais toujours est-il que du coup il y avait vraiment cette question en fait de la tension sexuelle. C'est-à-dire que s'il se tourne autour mais qu'il ne couche pas, forcément il y a une question de tension sexuelle. Et là, en fait, d'un côté, ça répond à l'injonction un peu d'ambiance film noir qu'avait la série, c'est-à-dire reposée sur un concept, voilà, hein, alors Diana n'est pas une femme fatale, mais il y a cette même tension en fait entre le fantôme et Diana que dans un film noir. Et là, en fait, on peut se poser un petit peu les questions a posteriori de ce que véhiculait la bande dessinée, à savoir que on est sur une BD où il y a des imageries BDSM, un peu comme à l'époque, quelques années plus tard, dans Wonder Woman, on va retrouver ces mêmes choses en fait avec la fessée qui revient par exemple, ou des personnages qui sont attachés. On a aussi l'image de Diana qui est attachée et entourée d'indigènes. Et donc là en fait on voit que non seulement il y a ce qu'on appelle
du coup le fantasme de la jungle, en fait le jungle fantasme, voilà. Mais que ce fantasme en fait de la jungle, il frôle en fait le fantasme du viol. Alors aujourd'hui on le voit, aujourd'hui c'est assez problématique en fait de voir ça et de s'en rendre compte, hein, même si c'était très certainement involontaire, hein, de la part des auteurs. C'est rare que dans ce genre de récit, surtout quand on va voir les conditions plus tard de création, c'est été mis volontairement comme ça, hein. C'est plutôt à mon avis des choses qui étaient inconsciemment en fait transposées. Mais du coup, voilà, aujourd'hui nous on ferait cette critique principalement, mais la critique qu'il y aura du coup à l'époque, la critique principale et qui est tout aussi légitime d'ailleurs, ça va être la critique du colonialisme. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, Diana et le fantôme sont les deux seuls blancs et c'est les seuls personnages qui vont sauver la situation. Donc voilà, donc oui, gros problème du sauveur blanc en fait. Mais ça, Lee Falk, pour le coup, il va l'entendre. Il va l'entendre et en fait, Lee Falk va adapter son récit à l'époque. C'est-à-dire que il écoute des critiques et il va adapter ça. Il va ajuster. Par exemple, on va avoir des personnages noirs qui vont monter dans la hiérarchie. Il y a une patrouille de la jungle dans le fantôme et du coup, on va voir par exemple des personnages noirs devenir colonel ou général ou que sais-je. Enfin voilà. On va aussi avoir par exemple Diana qui va être montrée comme étant presque l'égale du fantôme. Il y a ces idées en fait de progressisme qui vont parcourir le comic strip. Alors, faut faire attention, Lee Falk n'était pas un activiste de gauche, loin de là. Par contre, il était auteur de théâtre, il a épousé une metteuse en scène. Et ces 4 enfants sont devenus avocats ou éducateurs et ont eu un rôle en fait dans le mouvement des droits civiques qu'il y a eu aux États-Unis dans les années 60. Donc, Lee Falk, lui, il croyait en l'égalité noir et blanc, voilà. Et sans doute l'égalité homme-femme aussi, hein. Mais après, c'était pas quelque chose, c'était pas un activiste, tout court en fait. Voilà. C'est juste que du coup, c'était des choses auxquelles il croyait, qu'il a sans doute transmis à ses enfants, et ses enfants, eux, par contre, ont été un peu plus activistes. Ce qui est assez drôle aussi de voir, c'est que du coup, pour le coup, Lee Falk avait donné une éducation plutôt traditionnelle à ses enfants. Avec notamment le fait que Lee Falk écrivait des bandes dessinées et il n'aimait pas que ses enfants en lisent. C'est-à-dire qu'il préférait que ses enfants lisent des romans plutôt que des BD. Par contre, homme de son époque, ça le gênait pas du tout d'expérimenter ses récits sur ses enfants et d'adapter les récits en fonction des réactions de ses enfants. Voilà, donc... Ok, les comic strips, c'est trop nul pour ces gamins, mais en même temps, il s'en sert comme lecteur test, quoi. Voilà. Bon, c'est étrange, mais c'est comme ça. Du coup, Lee Falk va être le scénariste du Fantôme, donc de sa création en 1936. Jusqu'à la mort de l'auteur en 1999. C'est-à-dire que c'est sa femme qui finira le dernier récit de Lee Falk, qu'il aura écrit sur son lit de mort. Sa femme va le terminer, manquer 2 épisodes, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, et donc sur 63 ans d'écriture, il sera toujours adapté à l'époque. En fait, il aura continué en fait à s'adapter aux mentalités de l'époque. Pour l'accompagner, il y a eu 3 dessinateurs importants donc sur le comic strip.
À savoir, le premier en 36, c'est Ray Moore qui nous fait un justicier justement de roman noir, un justicier sans humour. En 42, l'assistant de Ray Moore, en 42, Ray Moore obtient un assistant en la personne de Wilson McCoy et qui du coup va reprendre intégralement le dessin en 49. Lui, il a un dessin beaucoup plus rond. Là, le fantôme, il a un petit bidou à ce moment-là. Voilà. Il va faire quelque chose d'un peu plus léger. Et après, en 61, on a Saibari qui arrive au dessin. Et Saibari, lui, il va faire un fantôme un peu comme aux origines. Il va refaire un personnage un peu plus dur. Voilà. Et donc, suite à la mort de Lee Falk, on aura du coup l'auteur Tony DePaul qui va reprendre le scénario. Et en fait qui est toujours actif aujourd'hui, donc le comic strip du fantôme est toujours dans plusieurs journaux à travers le monde. Et donc il est, alors, au dessin ça va être beaucoup plus de monde aujourd'hui, je vais pas m'étirer là-dessus, mais du coup le scénario c'est Tony DePaul, pardon. Voilà. Donc comme on l'a vu, le fantôme c'est un jungle hero. Du coup, c'est un justicier qui n'a pas encore tous les codes du super-héros. Et du coup, qui est publié dans un comic strip et non pas un comic book. Ça va être quelque chose de très important. À savoir que le fantôme, en fait, là où les super-héros vont être assez libres dans leur approche, puisqu'ils sont publiés en magazine, en comic book, le fantôme, lui, doit répondre à une demande. Il répond à la demande de King Feature Syndicate. Et la demande de King Feature Syndicate, c'est d'avoir une bande dessinée qui est publiable à travers tout le pays dans différents journaux. Donc, différents journaux d'opinions politiques différentes. Ce qui veut dire que les questions politiques doivent être évitées ou en tout cas amenées de manière assez consensuelle. Donc il y a une certaine forme d'autocensure dès la base, dès l'écriture du fantôme, qu'il n'y a pas forcément dans les comic books, traditionnels de super-héros qu'on aura par la suite. Alors, autant dire que dans les années 60, en fait, ça va plutôt servir au fantôme, parce que du coup, ça va lui permettre d'échapper aux foudres des anti-comics. Alors, pour plusieurs raisons. Non seulement parce que du coup, le fantôme n'est pas à l'époque connoté comme super-héros, puisqu'il est apparu avant, donc du coup, il fait partie un peu de l'ancienne génération qui n'est pas du côté justement les super-héros qui vont trop loin ou l'horreur ou les comics d'horreur qui vont trop loin. Lui, il est plutôt connoté en fait de ce que les adultes ont connu aussi et donc du coup qui voient d'un meilleur œil. En plus, du coup, il est dans les journaux, il n'est pas dans les comic books et notamment aussi, il va être dans des magazines féminins. Ce qui va permettre aussi d'avoir une certaine audience très différente en fait du super-héros ou du comics d'horreur, c'est-à-dire que les comic books vont être plutôt axés sur les enfants, alors que là avec le fantôme on va avoir une lecture qui va être vraiment pour toute la famille et tout le monde va s'y retrouver. Ça, on va voir ça un peu plus tard aussi, mais voilà, il y a vraiment ce côté où l'objectif du fantôme est de plaire à un maximum de gens, c'est-à-dire d'opinions politiques différentes, mais aussi bien des hommes que des femmes, des adultes que des enfants. Voilà, ça va être vraiment important dès la création, enfin dans l'écriture du personnage. Pareil, en 1936, quand King Feature Syndicate demande à Lee Falk du coup de créer son personnage, faut bien voir que le fantôme, il n'est pas révolutionnaire. Il n'est pas révolutionnaire, il correspond même en fait totalement à son époque. Il correspond à la mode de son époque. Et c'est vrai que là, il y a une grosse mode des comic strips humoristiques. Ça, c'est fini. On est maintenant sur des choses plus sérieuses et du coup, en fait, la demande,
et pour un récit plus sérieux. C'est pour ça qu'on va s'orienter sur quelque chose qui a une ambiance film noir. C'est parce que du coup, on veut qu'est-ce qui est moins humoristique qu'un film noir. Je m'exprime très mal, mais qu'est-ce qui est à l'opposé de quelque chose d'humoristique? On a le film noir. Donc voilà. C'est pour ça qu'on est sur ce genre d'ambiance. Là où par contre le fantôme tombe bien, c'est qu'il va résonner en fait avec la problématique de son époque. En 1936, on est sur en fait, la Grande Dépression qui a commencé en 1929. Donc en fait, on a le public n'a plus foi dans le système. On sait que ça foire. En fait, on sait que le système ne protège pas et que l'économie flanche. Enfin voilà. Et donc là, on a avec le fantôme un personnage qui, comme les super-héros après lui, va en faire à son idée en fait. C'est un individualiste qui estime que sa morale est plus haute que les lois. Et ça, en fait, ça va entrer en résonance quand on a plus confiance dans la société. Estimer que l'individu est au-dessus des lois, forcément, c'est plutôt logique. Enfin, plutôt logique. Ça fait écho. Ça fait écho en disant qu'avec la recherche d'idéal du public à ce moment-là. Du coup, on est sur quelque chose qui à la fois suit la mode, tombe bien, donc le succès est au rendez-vous, ça va bien fonctionner. Sachant que durant la Grande Dépression, en fait, le marché du strip, lui, il se porte très bien. Puisque on estime que la page BD des journaux est plus lue que la première page. Alors, il y a aussi ce truc où on estime que la page BD était aussi plus lue par des femmes que par des hommes, et ça c'est à nuancer parce que du coup les sondages d'opinion de ce genre, surtout s'ils ont été faits, alors je sais pas s'ils ont été faits à l'époque, mais en tout cas s'ils ont été faits à l'époque, je pense qu'avec le machisme ambiant, à mon avis, il y a beaucoup d'hommes qui ne devaient pas reconnaître qu'ils lisaient la page BD en fait pour ne pas paraître en fait infantilisé ou infantile ou ce que vous voulez. Bref, voilà. C'est une info en tout cas qui passe, qui revient, hein, ce truc que la page BD était plus lue par des femmes. J'ai des vrais doutes là-dessus. Alors King's Feature Syndicate va faire plus que traverser la tempête durant la Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale, puisque on a ce côté où la page BD est plus lue que la première page. Ils ont environ 5000 clients, ce qui correspond à peu près à 52 millions d'Américains qui lisent leur contenu. Donc ça va, ils sont pas trop à plaindre. Le tout pour eux, en gros, c'est d'éviter les questions politiques ou les caricatures racistes dans le fantôme. Hein. En gros, c'est un petit peu le seul gros enjeu que doit affronter le fantôme. Voilà, c'est de faire attention à ça. Et du coup, on va rentrer dans l'âge d'or du comics. L'âge d'or du comics, pour donner une idée, parce qu'en fait, en vrai, on parle d'âge d'or, pas tellement en termes de contenu que de vente, puisque en 1945, on estime que 70 millions d'Américains lisent des comics. À titre de comparaison, actuellement, aujourd'hui en 2024, on est près de 67 millions de Français. Ce qui veut dire que là, en 1945, il y a 3 millions de personnes de plus que toute la population française qui lisent du comics. Donc par rapport à la petite minorité qu'on est de lecteurs de comics en France, hein, là actuellement, effectivement, l'âge d'or, c'est un truc époustouflant. Pareil, dans le même ordre d'idée, on estime que environ 40% des hommes de 18-30 ans lisent du comics à l'époque et 30% de femmes.
Ces chiffres, pareil, sont peut-être aussi à revoir à la hausse avec la question de les gens qui répondent pas forcément réellement aux questions si elles ne sont pas anonymes des sondages, parce que du coup ça donne une mauvaise image de dire qu'on lit un truc qui est plutôt connoté pour enfants. Alors, pareil, on va rester sur les chiffres, mais pour donner un ordre d'idée, en 1943, Captain Marvel Adventures, avec le petit accent anglais, c'est 1 million de copies. Excusez-moi, il y a eu un petit vol de canard. Donc 1 million de copies par numéro. Voilà. Pour vous donner l'idée du tirage, c'est monstrueux. Donc du coup, la BD, effectivement, ça a marché très très sérieux aux États-Unis à l'époque. Et donc forcément, comme ça marche, là, le comic strip du Fantôme, il va avoir droit à une page couleur, donc le dimanche. Ça va avoir 2 conséquences à la page couleur. La première, c'est que Lee-Falk en fait va réorienter son récit et sa narration de manière à ce que la semaine il y ait plus de dialogue et d'intrigue, pour que le dimanche il y ait plus d'action quand il y a la couleur en fait. Voilà, il va orienter son récit de cette manière-là. Et l'autre grosse conséquence, du coup, c'est qu'on sait enfin la couleur du costume du fantôme, et du coup ce fameux violet qui va apparaître et va finir par s'imposer. Donc tout à l'heure, quand je me demandais si c'était bien en 38 qu'est arrivé le fantôme en France, c'était donc ça, c'était 1938, et chez nous, dans sa première apparition, il va être rouge, et il va rester rouge pendant 1 ou 2 ans si je dis pas de bêtises, avant lui aussi de passer à la couleur violette. Donc on a l'apparition de la couleur de la page couleur le dimanche, c'est pas la seule preuve de succès, hein. À l'instar de Popeye, en fait, le fantôme va devenir une licence avec des produits dérivés. On est sur les débuts de l'imprimé de marché de masse, et du coup s'il fait pas autant de profit que Popeye, notamment il va quand même ouvrir certaines voies. Il va faire il va être adapté dans ce qui s'appelait les Big Little Books. Donc là, ce sont des gros volumes de 300 pages de romans illustrés, donc du texte, une illustration du texte. Voilà. Donc 300 pages pour 10 cents. Donc c'était un carton à l'époque, parce que forcément on en avait pour son argent. Par contre, c'est pour enfants. Et là, on a le petit problème que le fantôme, c'est une ambiance film noir, et que du coup, les enfants, c'est pas tellement ça. Donc il va falloir transformer le fantôme pour qu'il devienne children friendly en fait. Donc pareil, on va faire quelques petites adaptations du strip pour transformer le strip en récit, en roman, et on va adoucir en gros le fantôme. Alors côté historique, en 34, donc le fantôme apparaît en 36. En 34, 2 ans avant, il y a ce qu'on peut considérer comme étant le tout premier comic book avec Famous Funnies. Alors là dans les crédits, vous aurez vu une vidéo, en fait j'ai oublié le nom de la chaîne, je suis désolé, sur l'âge d'or et sur l'histoire du comics. C'est assez compliqué de déterminer ce qui a été le premier comic book, puisque du coup il y a eu des comic books mais qui étaient offerts avant, il y a eu des comic books qui ont été payants par la suite, il y a des comic books qui sont simplement des anthologies de strips qui sont republiés, il y a des comic books qui ont été de la création originale, et du coup déterminer lequel de tous ces bouquins là est le premier, c'est un petit peu compliqué, puisqu'en fait c'est un peu tout ce qui a donné vraiment l'image du comic book. Donc est-ce que il faut considérer la question du format tel qu'on le connaît aujourd'hui pour dire que c'est le premier comic book, ou est-ce que le premier format relié c'est le premier comic book? Bref, c'est tout un débat d'historiens de la bande dessinée, c'est compliqué, on va pas rentrer là-dedans. Toujours est-il que, en tout cas, Famous Funnies, ça a été un gros succès
un peu inattendu. King Feature Syndicate va essayer d'imiter ça avec des compilations. En 37, ils vont faire Feature Comics, où du coup c'est des compilations mais sur un seul personnage, puisqu'en fait dans les fins des années 30, l'idée du comic book, et qu'on va retrouver pareil sur les premiers super-héros, sur les premiers récits de super-héros, c'est de dire par exemple, en fait on n'est pas sûr de la cible, on n'est pas sûr de ce que les gens veulent, donc on préfère mettre plusieurs histoires de différents personnages dans un seul livre, pour dire qu'en fait les gens vont l'acheter pour au moins un des personnages. C'est-à-dire que un peu comme la même formule qu'on a aujourd'hui en France avec Marvel Comics, où vous avez un épisode de Spider-Man, un épisode des Vengeurs, un épisode de Thor, mettons. Et en gros, Panini espère que vous achetiez le bouquin, même s'il n'y a que les Vengeurs qui vous intéressent. Voilà. Bah là, c'était l'idée. Voilà, on n'était pas encore sur des revues avec un seul personnage. On était sur des compilations, enfin des compilations dans tous les cas, mais on était sur des revues multi-personnages, multi-aventures. Et là, en fait, King's Feature Syndicate s'essaie à faire des revues, du coup des comic books, avec un seul personnage, centré sur un seul personnage. Il commence avec Popeye. En 38, dans le numéro 20, ils vont refaire donc, la toute première histoire du fantôme, qui est la confrérie des Sing. Ça fonctionne, mais King Feature Syndicate, malgré le succès, ils captent pas le marché. En fait, ils se disent que bon, voilà, ça a fonctionné, mais c'était un peu un feu de paille, quoi. Il n'y a pas un vrai marché là-dessus. Voilà, c'est un peu une aberration. Bon, ça a fonctionné, mais tant pis, on n'essaie pas. Donc du coup, en 38, ils s'arrêtent. Ce qui va faire que en 38, la même année, il y a un bouquin qui s'appelle Action Comics numéro 1 qui va sortir et qui va juste bouleverser le game avec Superman. Hein. C'est pas, voilà, ça marchait pas. Je crois que ça marchait pas le comics. Bref, on va passer du coup en 41, 3 ans plus tard. Il y a la guerre qui arrive aux États-Unis en fait avec l'attaque de Pearl Harbor. Et donc, pour tous les éditeurs comics, ça va commencer à se ressentir parce que les auteurs sont appelés au front. Mais pour King Feature Syndicate, en fait, ça s'est senti dès 39, puisque pour eux, en fait, King Feature Syndicate, ils ne vendaient pas qu'aux États-Unis, ils vendaient à travers le monde. Donc, du coup, d'un seul coup, ils ont toute une part de marché qui s'est arrêtée parce que plusieurs clients ont arrêté de leur acheter du contenu. Voilà. Mais néanmoins, ils vont tenir bon, puisque du coup, le marché américain tenait bon au niveau du marché des journaux, donc ça va. Voilà. Pareil, dans les années 50, il y a tous les débats sur la violence dans les comics qui va commencer à monter. Et là, pareil, King Feature Syndicate avec le fantôme, ils arrivent à passer sous les radars du fait que le fantôme est connoté, on va dire connoté vieux monde, mais il est connoté en fait plus comic strip et du coup héros à l'ancienne que super-héros et comic book d'horreur. Voilà. En plus de ça, il y a toutes les questions de l'autocensure que faisait Lee Falk et les autres auteurs en fait, de ce genre de comic strip, qui leur permet en fait de passer sous les radars de la censure tout court et de continuer à être publiés. Pareil, un point positif pour eux, vu qu'ils sont publiés dans plusieurs journaux d'opinion politique différentes, ils sont aussi publiés dans des journaux conservateurs. Pas forcément. Quand les conservateurs attaquent du contenu et que eux-mêmes ont ce contenu, les conservateurs vont pas attaquer le contenu que eux-mêmes diffusent. C'est assez logique. Donc du coup, le fantôme arrive à esquiver les attaques. Voilà, du fait qu'il n'est ni fantastique, ni horrifique, ni super héroïque, voilà, et que en plus de ça, il est lu par des gens de gauche, il est lu par des gens de droite, il est lu par toute la famille. C'est le meilleur des mondes. On va continuer la petite histoire. On va arriver aux années 60. Les années 60, là par contre, c'est le gros bouleversement social, c'est l'apparition de la télévision dans les foyers.
Et ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses parce que le comics, ça fonctionnait très bien auprès des enfants parce que c'était pas cher. C'était vraiment c'était des livres qui étaient pas chers. Et donc du coup, c'était de l'entertainment, du divertissement, en bon français, à moindre coût. Sauf que la télévision, on l'achète une fois et puis après c'est bon. En fait, il y avait des chaînes de télé gratuites. Enfin, en tout cas, je présume, aux États-Unis, je présume que c'était comme en France, il y avait des chaînes de télé gratuites. Donc c'est encore moins cher que de payer tous les mois ou toutes les semaines son comics. Donc ça va faire vraiment très mal à l'industrie du comic book, puisque là, on va passer de 800 millions de copies de comics en circulation à seulement 350 millions. Donc c'est quasiment divisé par, c'est divisé par 2,5 voire 3. Le nombre d'éditeurs, lui, chute de 75%. Donc là, c'est un massacre. C'est vraiment un massacre. C'est sans doute aussi ça qui va... c'est peut-être aussi ça qui va amener l'âge d'argent, à savoir que chez Marvel et chez DC, du coup, en fait, là, le marché se casse la gueule et que les deux boîtes Marvel et DC, elles, vont se réinventer. Et que du coup, c'est en se réinventant qu'elles vont lancer l'âge d'argent avec Flash d'un côté et les 4 Fantastiques de l'autre. Il y a vraiment un truc il y a un renouveau, en fait. Il y a un renouveau créatif dans un moment où le marché est très dur, en fait. Donc c'est sans doute ça qui a aidé à ce que l'âge d'argent naisse, c'est que en fait, tant que tout allait bien et que tout se vendait, forcément on faisait pas forcément beaucoup d'efforts pour réinventer le game. Quand là d'un seul coup il faut sortir son épingle du jeu, ouais, c'est là le moment où la création apparaît. Pareil, du coup dans les années 60, là on va être sur le dessinateur McCoy, qui lui va réinventer aussi un petit peu le personnage en le bonifiant le personnage du fantôme. En tout cas en le faisant plus rond, en le faisant un peu plus humain. On arrête le côté roman noir. Pas totalement, mais en tout cas on va l'humaniser plus qu'auparavant. En 62, on a aussi l'éditeur américain Gold Key, qui va essayer de faire des comic books du fantôme et du coup qui va notamment faire un comic book dessiné par Linante qui va s'inscrire lui dans la continuité du strip. Voilà. Gold Key, ils étaient spécialisés entre guillemets sur des adaptations de séries télé. Et dans les années 60, ils essaient de se réinventer eux aussi, notamment avec 3 titres, donc de Fantôme, Magnus et Docteur Solar. Ils essayent en fait de surfer sur le super-héros, mais en gros ils vont plutôt faire du super-héros à l'ancienne, et donc ça va pas forcément marcher. Surtout quand on a les deux mastodontes de DC et Marvel qui eux sont en train de réinventer tout leur catalogue. Donc forcément ça va pas super bien fonctionner de faire un truc un peu à l'ancienne. Et en 66, le comic book du fantôme s'arrête. En 69, on a un autre éditeur qui est Charlton qui reprend les droits. Là, eux ils vont tenir jusqu'en 77. Et alors, ils ont une réputation très particulière, à savoir d'avoir des récits catastrophiques, mais d'avoir eu les meilleures couvertures du fantôme. Voilà. Donc en gros, les gens ne cherchent du Charlton que pour les couvertures et pas du tout pour les récits. Voilà. C'est apparemment la pire époque du fantôme, c'est l'époque Charlton en comic book. Dans les années 70, on a beaucoup de comic strips qui vont s'arrêter. Pour une raison toute bête, c'est que en fait, les auteurs, soit ils partent à la retraite, soit malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, sont décédés. Et que du coup, en fait, le comic strip n'est pas repris par quelqu'un d'autre. Et le fantôme, lui, en fait, il va continuer, parce qu'en fait, il est distribué dans 583 journaux en 1963. Et parmi ces 583, il y en a quand même 281 qui sont à l'étranger.
Donc le fantôme se vend très bien, donc il n'y a pas de raison qu'on l'arrête. Alors, il y a des adaptations, hein, c'est-à-dire que par exemple, on n'arrête pas, mais la place allouée aux comics dans les journaux diminue. Donc pareil, Lee Falk va adapter, il va faire moins de dialogue, voilà, il va adapter ses récits. Alors forcément, jusqu'à son décès en 99, c'est 63 ans d'écriture. Il y a des hauts et des bas, hein, très clairement. C'est-à-dire que le fantôme, c'était un personnage et un univers qui se voulait très réaliste. Il y avait rarement des morts parce que, en fait, Lee Falk voulait quelque chose de réaliste dans le sens où, à part si on est vraiment en pleine guerre, oui, on voit rarement des morts, on tue rarement des gens. Voilà, donc du coup, il y avait quand même ce côté-là. Bon, apparemment, quand même, dans les années 90, on a des choses avec du surnaturel, des extraterrestres, des robots. Voilà, c'est parti un peu en délire. C'est pas forcément non plus une période qui a beaucoup plu aux fans, apparemment. Et pareil, en comic book, on verra ça peut-être un peu tout à l'heure, mais il y a eu plein d'éditeurs ensuite, par la suite, pour les comic books. Mais là, ce qui est plus intéressant, c'est vraiment le comic strip, donc on va continuer à s'intéresser à ça. On va s'intéresser au reste du monde, du coup. Pour une fois, on va faire autre chose que les États-Unis. Donc, le fantôme va s'exporter très bien dans d'autres régions. Et la première région importante, c'est la Scandinavie. Donc Norvège, Suède. Donc là-bas, on a le groupe Bonnier qui va faire le groupe Bulls Press, qui détient le magazine. Et alors là, mon accent, il est catastrophique. J'ai aucune idée de comment ça se prononce. Donc Allan Karlund, voilà, qui va du coup acquérir les droits du fantôme et lui donner un costume bleu, puisque pourquoi pas. Donc tout se passe très bien pour le petit monde du fantôme, comme d'habitude, jusqu'à ce que, en 42, il y a un certain parti qui arrive au pouvoir qui s'appelle le parti fasciste. Donc, c'est le moment nazi de la vidéo, avec du coup les comic strips américains qui vont être censurés dans les journaux norvégiens. Et là, ce qui se passe, c'est que Bulls Press, c'est suédois, mais ils vendent le fantôme aux journaux norvégiens. Et là, pour Bulls Press, en fait, ça va pas le faire. Ils veulent pas perdre le marché. Donc, ils vont modifier les strips pour enlever toutes les connotations américaines qu'il pourrait y avoir. Et ils vont importer illégalement les strips par bateau pour alimenter les journaux suédois. Les journaux norvégiens, pardon. Donc, la raison de ça, c'était purement économique, c'était pour ne pas perdre un marché. Mais ça a eu un impact culturel énorme là-bas, puisque le mot fantôme est devenu un nom de code pour la résistance, pour tout ce qui était justement du marché souterrain. Voilà. Donc, on a quelque chose d'assez intéressant ici qui se retrouve sur toute l'histoire du fantôme. C'est une certaine ambivalence où, comme on l'a vu, à la fois le fantôme avait propager des idées un peu progressistes, mais qui pouvaient convenir à des journaux, conservateurs. Là, pareil, on a une histoire de un symbole de résistance, en fait, qui est dû à quelque chose qui n'avait absolument aucun lien avec la résistance, qui était simplement de ne pas vouloir perdre un marché. Voilà. C'est quelque chose qui va être assez constant dans l'histoire du fantôme, c'est cette ambivalence qu'il y a à plusieurs niveaux, comme ça, où d'un côté il y a un partage de culture, mais de l'autre il y a le côté colonialisme. Enfin voilà, on se retrouve très souvent sur ce genre de choses. Et encore un exemple du coup avec la Scandinavie.
Dans le milieu des années 50, les Suédois, en fait, les éditeurs suédois rencontrent pas mal de critiques, notamment à cause de l'aspect colonialiste du Fantôme. Et du coup, ils vont faire passer un peu en scred une première histoire totalement écrite par des Suédois et totalement dessinée par des Suédois dans leur magazine. Voilà, du coup, c'est un peu le premier truc pour montrer que le fantôme pouvait être autre chose et que le fantôme a été porteur de valeurs en fait, qui correspondaient aux attentes suédoises. Et ça va être très important aussi dans l'histoire de la Scandinavie. Enfin, dans l'histoire éditoriale du fantôme en Scandinavie. J'entends. Sur la Scandinavie, je ne m'avancerai pas forcément là-dessus. À savoir que en Scandinavie, le public va demander, en fait, va être en attente de récits plus politisés, va être en attente de récits plus profonds. Et du coup, en fait, en 61, avec l'arrivée de Saibari, les éditeurs suédois vont plus qu'essayer, ils vont réussir à saisir l'occasion en disant aux Américains là en fait il y a un artiste qui arrive dont le style est quand même plus violent, plus hardcore, on était sur du coup un retour aux sources, un retour au roman noir, alors que le marché suédois lui était en demande en fait de choses plus proches de ce que va proposer Marvel dans les années 60, avec justement des histoires plus humaines, des histoires plus sociales. Et donc là ils réussissent un gros coup, à savoir avoir l'autorisation de faire leur propre BD du fantôme, et du coup ils vont pouvoir alterner entre des histoires de Lee Falk et des histoires suédoises. Et donc les histoires suédoises vont être plus politisées, elles vont être plus en accord avec les mentalités suédoises, et en même temps, donc il y a cette publication, enfin cet éditorial suédois. D'un côté, il répond à la demande, et de l'autre côté, en fait, il va préparer le terrain à l'arrivée de Saibari, donc qui va arriver un petit peu plus tard, du coup, qu'il aurait dû arriver normalement, de manière en fait à faire une transition. Donc comme ça, la transition elle est plus douce que le côté très, on passe d'un gentil bonhomme à un bonhomme. Voilà. Voilà. Les Suédois vont faire les choses de manière plutôt bien. Ils font les choses en fait tellement bien que ça va marcher très bien pour l'éditeur, ça marche très bien pour Allen and their Column Youth Magazine. On fait une croix sur les accents, hein. Clairement dans cette vidéo c'est mort, on fait une croix sur les accents. Du coup en 69, l'entreprise s'étend, rachète son concurrent et va prendre un nouveau nom. Et du coup, il y a encore eu un du coup, il faut vraiment les noter tout ça. L'éditeur du magazine Fantomen, donc le fantôme en suédois c'est Fantomen, l'éditeur lui est nommé directeur de cette nouvelle société et il va nommer à son ancienne place d'éditeur 2 personnes, c'est-à-dire qu'il se remplace lui-même par 2 éditeurs. Un qui va être l'éditeur du fantôme, dont le travail sera d'avoir d'un côté les adaptations du fantôme américain, donc les adaptations de Lee Falk, généralement, et de l'autre côté de superviser la création du fantôme suédois, pour alterner justement les histoires. L'autre éditeur, pour le même magazine, lui sera chargé de tous les autres titres. Dans ces autres titres, on a donc Mandrake le magicien, on a Flash Gordon, mais on va aussi avoir le Spirit de Will Eisner et on va avoir du Blueberry. Donc le magazine Fantomen, ça va devenir un putain de magazine de référence. On va avoir des grands noms de la bande dessinée, on va avoir des sacrées bandes dessinées, et les comics suédois, enfin les histoires suédoises du fantôme vont avoir excellente réputation même à travers le monde, à travers tous les lecteurs du fantôme à travers le monde.
très généralement vont dire que c'est la team Fantomen qui a sans doute fait les meilleurs épisodes du Fantôme, donc même meilleurs que celle de Lee Falk. Et donc, pour la petite histoire, donc là on est sur la team Fantomen avec Fantomen. Le nouveau nom de la structure éditoriale de tout ça en Suède, c'est Semic Press. Et là, pour les vieux comme moi et les un peu plus vieux aussi, Semic, ça va parler, puisqu'en fait c'est le fameux Semic qu'on a eu en France qui a pris la succession de Lug. C'était vraiment cette même entreprise qui s'est vraiment étendue visiblement dans toute l'Europe. Et donc si nous on a continué à avoir du Strange, on a continué à avoir du super-héros, c'est notamment grâce au succès du Fantôme en Suède et en Norvège. Dans les années 80, on parle de 120 000 copies en circulation par numéro du Fantomen. En 1978, on est à 204 000 pour le mariage du Fantôme, qui est un gros événement. Et du coup, la Suède est le principal fournisseur du Fantôme dans le monde à ce moment-là. Un autre pays où le Fantôme va très bien s'exporter, notamment à cause de la confusion entre Afrique et Asie qu'il y a dès la base avec cette histoire de Bengala que personne ne sait exactement en fait de quoi parle Lee Falk, et lui-même je pense pas qu'il savait exactement de quoi il parlait. Bref, l'Inde va devenir en fait un gros marché pour le Fantôme. Il arrive en Inde en 1952, donc on est 5 ans après l'indépendance de l'Inde par rapport à l'Angleterre. Et ça va être le seul pays où il va être marketé comme étant pour enfants. C'est-à-dire que dans les autres pays dont on a parlé ou dont on va parler, le Fantôme est plutôt marketé comme étant pour un récit pour adultes. Là, il va être marketé pour les enfants, notamment par Indrajal Comics, pareil, désolé pour l'accent, qui lui va même dire non seulement les comics sont un bon moyen de lutter contre l'illettrisme, mais en plus là c'est un excellent comics. Donc du coup il y a vraiment ce côté où en fait d'une pierre deux coups. C'est voilà, les enfants vont apprendre à lire, mais en plus ils vont lire de très bonnes histoires. L'histoire éditoriale du Fantôme en Inde, je vais pas trop m'étendre dessus parce qu'elle est compliquée à un point. En gros, il y a 40 000 versions. Il y a des versions officielles, il y a des versions officieuses, il y a des noms qui ont changé dans les deux cas. Donc du coup, parfois on reprend certains noms d'une autre traduction. Enfin, entre les comics qui a été traduits en hindou ou les comics qui étaient traduits en anglais, enfin, c'est vraiment hyper difficile de s'y retrouver. Là pour le coup, alors je pense que ça existe toujours, mais j'ai vu des chaînes YouTube indiennes sur le Fantôme, en tout cas la dernière que j'ai vue, où du coup le podcast était en anglais, il parlait du fait que là il se retrouvait avec deux éditeurs qui avaient les mêmes droits en même temps. Donc du coup à pas savoir comment les choses allaient se faire, allaient être calibrées, enfin comment les histoires allaient se retrouver, être publiées, enfin ça a l'air d'être un calvaire pas possible. Voilà. Les noms en plus du coup sont souvent changés pour ne pas offusquer certaines populations ou certaines religions. Enfin vraiment il y a eu c'est parti dans tous les sens. Alors pas parce que les gens s'en fichaient, mais justement un peu parce que ça a intéressé tout le monde et que du coup en fait tout le monde a fait un peu sa soupe avec ça, quoi. Dans les événements importants, on peut noter du coup en 1976 que Indrajal Comics va introduire pour la première fois un comics indien aux côtés des épisodes du Fantôme dans leur magazine. Et en 96-97, il va y avoir une série télé qui s'appelle Betal Parisi. Et mon accent, c'est toujours pas ça.
qui en gros est un plagiat clair et net du Phantom, mais en série télé. Et du coup, King Feature Syndicate va porter plainte en Inde contre du coup les producteurs de cette série télé. Et là, pas de chance pour eux, en fait, le tribunal indien va estimer qu'il n'y a pas plagiat parce que ce n'est pas le même format. Et donc, à partir de là, c'était un petit peu, on va dire, la porte ouverte à toute forme de plagiat possible. Mais au final, c'est resté plutôt soft, parce que du coup, les autres choses qui pourraient être vues comme du plagiat sont plus des références. En fait, il y a des films indiens où en fait, on comprend très bien qu'on fait référence aux fantômes. Parfois, c'est même très clairement dit, même si on leur paye pas de droits. Voilà, c'est un personnage très, très marquant en fait, dans la culture indienne là-bas. On va revenir en arrière, dans un autre pays pour le coup, puisque maintenant on va partir en Australie. C'est la dernière grande phase de cette vidéo. Puisque là, actuellement, ça se voit pas forcément, mais je tourne en Australie. Et que du coup, c'est en fait en voyant justement le fantôme ici que j'ai pensé à faire cette vidéo. Parce que du coup, ici, effectivement, on va y venir plus tard, mais le marché de la bande dessinée est très particulier ici, mais néanmoins, on y trouve du fantôme, alors qu'on ne le trouve pas en France. Du coup, c'était assez surprenant, et tout ça va s'expliquer maintenant. À savoir qu'en 1936, le magazine Australian Woman's Mirror, qui est un magazine féminin à travers toute l'Australie, acquiert les droits du fantôme, et du coup va commencer à publier la confrérie des Signes. Si je dis pas de bêtises, elle vient tout juste de terminer aux États-Unis, que eux commencent à la publier en Australie. En fait, le récit, comme je disais tout à l'heure, il a de quoi plaire à toute la famille en fait, parce que il y a cette histoire d'amour impossible entre Diana et le fantôme, qui a de l'aventure, il y a du mystère, il y a tout ce qu'il faut. Bref, ça plaît à tout le monde. Et surtout, l'hebdomadaire va le marketer comme les Suédois et comme les Américains, comme étant un récit pour adultes. C'est-à-dire que il y a bien une partie pour enfants en fait dans l'Australian Woman's Mirror, pardon. Mais les pages du fantôme ne sont pas dans les strips du fantôme ne sont pas dans la partie enfant. Elles sont quelques pages plus loin ou quelques pages avant en fait. Donc qui marque bien que c'est un récit qui n'est pas prévu pour les enfants. Et de plus, dans la traduction australienne, alors oui, il y a une traduction de l'américain vers l'australien, non pas tellement en termes d'anglais, mais en fait ils vont naturaliser les personnages. C'est-à-dire que par exemple, Diana, au lieu de venir de New York, maintenant elle vient de Sydney. Voilà, donc ça va vraiment donner cette atmosphère un petit peu de comics australien, on va dire, au récit. Voilà. Durant la guerre, parce que forcément, à chaque fois ça va être le grand truc, et la Deuxième Guerre mondiale qui arrive. Donc, on a l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui va lutter contre les nazis. L'Australie fait partie du Commonwealth, donc avec la Grande-Bretagne, et du coup se retrouve à être géré par le gouvernement du Commonwealth. Gouvernement qui va mettre en place une économie protectionniste, ce qui veut dire que là, tout d'un coup, en fait, on va fortement augmenter les taxes sur tous les produits non essentiels. Autant dire que le comic strip, c'est pas un produit essentiel. Donc, pour pallier à ça, ce qui va se passer, sachant que en plus en 40, le papier journal se voit être rationné. En fait là les éditeurs ils vont avoir une sacrée idée, à savoir que en fait ils vont acheter leur comic strip, et pour contourner la loi ils vont faire entièrement redessiner
décalquer, redessiner tous les dessins par des auteurs australiens, de manière à pouvoir dire aux autorités, vous voyez, c'est un comics australien, il est fait par des personnes australiennes, on a les factures, tout ça, donc c'est bon, c'est australien, voilà. C'est bon, ils ont quelque part fait un plagiat légal pour contourner la loi, enfin bref, un truc un peu bizarre, mais bon, ça a fonctionné, ils ont réussi à avoir leur strip durant la Deuxième Guerre mondiale. Juste avant la guerre, on a un monsieur qui s'appelle Ron Forsyth, ou Ron Forsyth, pareil, je ne sais pas comment il faut le prononcer, qui travaillait à la publicité d'un magazine et qui, après la guerre, devient libraire. Lui, il voit un petit peu le boom du comics et il a envie de participer à ça, en fait. Il a envie de mettre ses billes et de se faire des thunes, hein, comme tout le monde. Donc, surtout que là, en plus, après la guerre, il y a le lever du blocus, donc en fait, c'est un petit peu le moment en fait, où il faut jouer le jeu, quoi. Il en parle à sa femme qui lui dit attends, tu devrais rencontrer mon ami David Yaffa. David Yaffa qui lui en fait s'occupe justement de la gestion de droits, notamment de la gestion de droits de super-héros et du fantôme. Et du coup, il explique à Forsyth que, en fait, niveau finance, le seul super-héros, ou le seul personnage en tout cas dont il peut acquérir les droits, c'est le fantôme. Donc du coup, Forsyth, là, il va voir un petit peu la famille, les amis, tout le monde. Il arrive à créer une société, une maison d'édition qui va s'appeler Fru Publication. Du coup, pour un capital de 500 livres de l'époque. Et du coup qui va acquérir les droits du fantôme. Sachant qu'ils ont les droits du fantôme dans une condition très particulière, ils ont les droits du fantôme sauf tout ce qui a déjà été publié dans l'Australian Women's Mirror. Voilà, donc ils ont des histoires mais ils n'ont pas tout. Par contre, là où ils vont être malins, c'est que du coup le nom de Lee Falk est déjà très réputé, très connu pour Mandrake le magicien. Donc quand ils vont publier les comic books du fantôme, ils vont pas se gêner pour marquer par l'auteur de Mandrake, même si Mandrake c'est chez une autre maison d'édition. Voilà, du coup ils profitent de la notoriété et du succès d'une autre maison d'édition pour attirer le public vers eux. Ça c'est plutôt malin. C'est le premier, donc dans le premier comics qu'ils vont publier en 48, ils reprennent une histoire de 1939, donc ils ont à peu près 10 ans de retard en termes de publication, mais ça passe. Hein. Je veux dire, nous en France, c'était à peu près pareil, hein, avec Marvel qui était publié dans Lug, on avait quelques années de retard comme ça, et on voyait pas forcément la différence. Et du coup, cette première histoire, en 48, ils vont la tirer à 50 000 exemplaires. Et elle va être sold out. Voilà. Ils arrivent à faire ça, ils partent de rien et ils arrivent à vendre 50 000 exemplaires d'un comics. Les numéros suivants, ils vont réussir à en vendre 90 000 exemplaires. C'est monstrueux. On parle d'un pays où le comics, ça n'existait quasiment pas. Hein. C'était pas, voilà, le marché explose tout d'un coup. Et là, avec le fantôme, ça devient la 3e meilleure vente de comics. Derrière Walt Disney en numéro 1 et le Captain Atom en numéro 2. Donc énorme succès pour une toute petite maison d'édition. Sachant qu'en plus, niveau finance, c'est compliqué pour Fru, hein, parce qu'eux, ils partent avec quasiment rien au départ. Donc du coup, ils vont chercher à réduire les coûts au maximum. Ils vont publier en noir et blanc, puisque à l'époque, la couleur, ça coûte une fortune, donc c'est pas du tout gérable. Ils vont imprimer sur du papier de mauvaise qualité. Mais pour le coup, malgré ces deux gros défauts face à la concurrence, ça marche. Et en fait, le seul défaut qu'on va leur trouver, la seule critique qu'on va leur faire, c'est la même critique que dans les autres pays, à savoir dans les années 50. Il y a la petite confusion, en tout cas en Australie, qu'on appelle ça du comic
Alors que c'est pas comique, parce que justement pour le truc que j'ai expliqué en intro, que bah oui en fait historiquement ça venait effectivement de récits comiques, mais aujourd'hui ça l'était plus. Et du coup bah il y a ce petit côté où là on voit bien qu'on est sur un truc sérieux et et qu'il y a de la violence, qu'il y a de la sexualité. Alors il n'y a pas des scènes de sexe, il n'y a pas des scènes de nu. Mais néanmoins, Fru va redessiner un petit peu les planches de manière à retirer les pistolets, de manière à refermer un peu le décolleté de Diana, des choses comme ça. Voilà, on va adapter, en fait, on va censurer, pour dire les choses, de manière à correspondre un petit peu à calmer les angoisses en fait de l'époque. Sachant que en 1953, on parle de 69% des Australiens qui sont favorables à la censure. Donc c'est vraiment pas juste contenter une minorité très bruyante, c'est vraiment un gros truc. Voilà, ça fait débat un peu comme bah, aujourd'hui, j'allais dire les jeux vidéo. Les jeux vidéo font toujours débat de manière un peu ridicule, en fait, comme tout nouveau média. Bref, vous connaissez la chanson. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà là-dedans, donc c'est bon, vous savez que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Du coup, Fru va aussi publier des récits de Gold Key. Sauf que bah, du coup, il y a un petit problème entre la pagination américaine et la pagination australienne. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il manque des pages en gros pour compléter le magazine australien. Donc ils vont plutôt abandonner cette idée. Mais contrairement aux Scandinaves et contrairement aux Indiens, ben en fait, Fru ne va jamais tenter. Enfin, ne va jamais tenter. Si, il va y en avoir quand même un petit peu. Mais ils vont pas se lancer corps et âme, en tout cas, dans la création. Voilà. En fait, ils vont préférer republier en boucle les mêmes histoires tous les 5-7 ans en espérant un renouvellement du public. Ce qui n'était pas forcément un move génial, surtout dans les années 60, où donc, le blocus d'import de comics, il est fini maintenant depuis 10 ans. Donc là, en Australie, on commence à importer des comics, on commence à importer des comics de l'âge d'argent. Donc ça veut dire qu'on a Marvel qui arrive avec des très bons récits en couleur et des récits qui en plus deviennent à suivre. C'est-à-dire qu'on n'a plus ce côté de un bouquin égale une histoire, pardon. Le comic book de Spider-Man, bah en fait si on veut une histoire complète, il faut en acheter 4-5. Plutôt 4 dans les années 60. 3-4, voilà. Donc, si on a des sous à dépenser, on va plutôt les mettre sur Spider-Man tous les mois pour avoir son histoire complète que sur différentes séries. À côté de ça, en plus, il y a d'autres éditeurs qui vont acquérir les droits de Marvel, qui pensent, eux, avoir fait un super coup, puisque du coup, déjà, ils ont acquis les droits de Marvel, donc déjà, en soi, c'était bonne nouvelle pour eux. Mais ils pensaient avoir acheté de l'inédit, alors que ce qu'ils achetaient, en fait, c'était des reprints. Donc, en gros, ils achetaient des choses que les gens avaient déjà lues, et eux aussi, comme Fru, vont l'imprimer en noir et blanc sur du papier de mauvaise qualité. Donc, là, on a en gros le public australien qui voit d'un côté les comics américains, enfin les comics qui viennent vraiment des États-Unis, les imports, qui sont qualitatifs, qui sont en couleur, qui sont vraiment très bien, et les bouquins faits par les Australiens, qui eux sont de mauvaise qualité. Donc du coup ça va donner une mauvaise image du comics et de la bande dessinée en Australie. Ça donne une mauvaise image de la publication australienne. Elle est vue comme inférieure. Et ça va la tuer. Ça va simplement, en fait, au bout d'un moment, enfin, c'est logique, hein, en gros, si pour une même somme, vous pouvez avoir un truc de qualité ou un truc pas terrible, vous dépensez là où il y a la qualité. En vrai, je pense que c'est cette période-là qui explique aujourd'hui quelque chose, à savoir que il n'y a quasiment pas de bande dessinée en Australie. C'est quelque chose d'assez choquant. Il y a quelques comic books, mais il n'y a pas beaucoup de comic shops. C'est-à-dire que là, je suis à Melbourne,
il y a 2 comic shops et demi, mais vraiment, il y a 2 comic shops et demi. C'est-à-dire qu'il y a 2 gros comic shops et après c'est des tout petits comic shops. C'est surtout des single issues qui se vendent. Voilà, et il n'y a pas de... Il y a très peu de créations australiennes, ou alors ça va être vraiment du graphic novel pour enfants. Mais encore là, il n'y a pas grand chose. En gros, ce qu'on va dans une librairie généraliste, s'il y a des BD pour enfants, au mieux il y a peut-être un Astérix ou un Tintin dans une version souple. Et après, il y a des petites choses, il y a des petits romans graphiques, pas foufou, faut dire ce qui est, pas foufou. Mais par contre, non, le super-héros, il n'est pas vraiment présent. Il n'y a pas du tout le même marché qu'en France avec le franco-belge, parce que du coup, on a vraiment une culture de la bande dessinée en Europe de l'Ouest, du coup. Parce que ce soit la Belgique, la France, l'Angleterre, l'Italie avec les fumetti, même en Espagne, on trouve pas mal de comics en Espagne. En kiosque, toujours. Là, en kiosque, il n'y a plus rien. Et en fait, le seul comics qu'on trouve en kiosque, il y en a 2 qu'on trouve. Il y a Archie, il y a des tout petits formats d'Archie, et il y a le Fantôme. Voilà, c'est les 2 seuls qu'on trouve en kiosque. Sinon, après, c'est en librairie spécialisée, parce que du coup, librairie généraliste, alors, on trouve du manga. On trouve pas autant de manga qu'en France, puisque pareil, encore une fois, on a une grosse culture manga en France, mais voilà, c'est le marché de la BD en Australie, c'est plutôt un marché du manga. Mais voilà, du coup, en gros, le Fantôme, c'est le seul qui tient bon, c'est-à-dire que, bon, forcément, je vais essayer de nuancer mon propos, parce que dans les comic shops, il y a du Marvel, il y a du DC, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que du coup l'univers de la bande dessinée n'est pas hyper commun en Australie, et que mis à part le Fantôme, il n'y a pas beaucoup de personnages comme ça qui sont vraiment très connus. Surtout que là, en fait, si on fait bien attention, là vous le verrez pas, je pense pas que vous le verrez d'ici, mais sauf si je suis très motivé et que je fais un encart ici pour mettre la couverture mieux. Mais en gros, ce bouquin-là, il est édité par Flow. Parce que Flow Publication, en fait, il existe toujours aujourd'hui. Donc on a aujourd'hui le comic strip américain qui existe toujours, qui est toujours publié dans des journaux. On a le Fantôme qui est toujours publié en Australie par Flow Publication. D'ailleurs, je discutais avec un Australien qui me demandait comment moi j'avais connu le Fantôme en tant que Français, où je lui ai expliqué que c'était par le dessin animé Fantôme 2040. Non, c'est 2040, j'espère que c'est pas 2039, il me semble que c'est 2040. Mais voilà. Après pareil, j'ai un souvenir du dessin animé aussi des années 80, mais plus flou, je sais pas trop si j'ai pas commencé, enfin c'est le premier dessin animé que j'ai vu, ce serait pas celui de 2040, et puis ensuite vu un dessin animé plus vieux, celui des années 80. Et lui, en fait, il me disait que en fait, le premier truc du Fantôme, c'était son expérience en fait d'avoir le Fantôme dans les journaux et de découper des strips pour les collecter dans une boîte pour avoir le récit complet dans la boîte, en fait. Donc il y a vraiment, même aujourd'hui, ou en tout cas il y a 10-15 ans en tout cas, ce truc du comic strip qui est lu toujours du coup à travers le monde et en Australie, le Fantôme qui continue de se vendre en Australie, en fait, qui continue de s'étendre. Du coup, je vais revenir un peu sur l'histoire de Flow. Dans les années 80, Flow du coup va plutôt en fait faire comme tout le monde. Les meilleurs récits sont les récits scandinaves. Du coup, ils vont acheter des récits à SMIC. Il va se passer un petit retournement de situation en 87, à savoir que David Jaffa perd les droits. On a vu comment le Fantôme a été publié aux États-Unis, en Scandinavie, en Inde, en Australie. Du coup, trois très fortes influences
du fantôme dans ces pays-là. Il faut remarquer aussi que alors aux États-Unis, on va parler du strip notamment et du comic book un peu dans les autres pays. Mais très souvent, le fantôme a été vendu dans des endroits où on ne vendait pas de livres. Il a été vendu dans des gares, il a été vendu dans des kiosques à journaux. Et donc, quelque part, il a été accessible à des enfants ou des adultes dans des endroits où en fait, il n'y avait pas de BD et il n'y avait pas de roman en fait, très généralement. Donc, ça a aussi permis en fait, d'ouvrir un marché. Pareil, là, j'ai eu une petite hésitation pour enfants ou pour adultes. Mais c'est un truc aussi assez important, c'est que il n'y a que en Inde qu'il a été marketé comme étant un récit pour enfants, alors que partout dans le reste du monde, on a considéré que le fantôme était un récit pour adultes. Et de la même manière, Lee Falk, du coup, il fait un récit qui lui-même considère être plutôt comme adulte, mais qui conçoit en lisant ces récits à ses enfants pour voir le retour de ses enfants dessus. Donc pareil, on est sur un truc un peu ambivalent comme on disait. Et toujours pareil, cette histoire d'ambivalence entre le côté histoire progressiste mais qui transmet des valeurs colonialistes, être du racisme et de l'antiracisme, de la misogynie mais de l'égalité des sexes. Voilà, et de la même manière, en fait, un récit des bouquins qui vont se vendre, pareil, dans des situations un peu ambivalentes, elles aussi. Du coup, putain, faut vraiment que j'arrête avec ça, jusqu'au bout, ça aurait été insupportable. Plusieurs éditeurs de comic book, vraiment plein d'éditeurs, hein, histoire éditoriale assez foisonnante. Des adaptations en roman, une adaptation en film, des adaptations en jeu vidéo. Le fantôme a été vraiment... il continue pour un personnage de 36 à être adapté, à être présent, même si nous en France on le voit très peu. En fait c'est vraiment une icône dans beaucoup de pays. Et c'est un personnage en fait qui influence en fait, des auteurs un peu partout, bien que nous en France on le voit pas du tout. Donc c'est un personnage que je trouve très intéressant à étudier parce que déjà une histoire complexe et pleine d'ambivalence. Vraiment je trouve ça je trouve ça intéressant à voir comment ce personnage ne correspond pas à des critères auxquels on pourrait s'attendre. Voilà. Et du coup, comment il doit influencer beaucoup de choses sans que nous, on s'en aperçoive en France. Qui doit influencer des auteurs, notamment aux États-Unis, pour nous lecteurs de comics, qui ont lu du coup des comics, on lit des auteurs américains qui eux ont lu du fantôme. Voilà, même s'ils n'en parlent pas forcément, ils l'ont peut-être vu. Voilà. Et voilà. Des comic books, mais ils gardent les droits du strip. Donc, ce qui fait que Flu Publication n'a plus les droits du coup des comic books faits ici et là, et notamment par les Suédois, mais il peut continuer de faire le strip de Lee Falk. Donc c'est un éditeur qui s'appelle Budget Books qui va acquérir les droits des comic books. Et eux, ils avaient déjà eu une expérience de comics qu'ils avaient publié. Et là, le truc, c'est qu'en gros, ils sont meilleurs éditeurs que Flu. Ils font du meilleur taf, ils font une meilleure édition. Je me demande si elle n'était pas même moins chère, mais en gros, ça met un gros coup de pied aux fesses à Flu, qui est là, comprend que en gros tout le monde va bien voir la différence de qualité et qu'elle n'est pas à leur avantage. Et là, grosse panique, les éditeurs de Flu partent aux USA, ils vont discuter directement avec Ink Feature Syndicate et ils vont signer un contrat pour avoir l'intégralité des droits à condition de revoir leur copie et de bien faire les choses.
Donc du coup, maintenant, ils vont être les seuls détenteurs des droits du fantôme. Alors, ils vont rester dépendants du coup des récits de Semic, mais ils vont être beaucoup plus sélectifs dans les récits qu'ils achètent et ils vont faire du meilleur travail éditorial. Alors, meilleur travail éditorial. Ce bouquin-là, je l'ai acheté 25$, ça fait à peu près 15€. Alors, je crois pas qu'il y ait. S'il y a un récit complet peut-être dedans, après c'est que des bouts d'histoire, ou du coup c'est une anthologie pour montrer un peu toute l'histoire du fantôme chez Flow Publication. Quelque chose qui moi me choque, c'est que du coup il y a bien les épisodes avec qui les a dessinés et tout ça, mais on n'a pas les années. Voilà, donc du coup c'est démerde-toi un peu, hein, voilà, fais le truc. Et pareil, en fait, c'était. Il y a des styles graphiques différents, donc ça c'est très sympa. Mais après, en termes d'histoire, il n'y a rien de transcendant dans ce bouquin. C'est. J'ai envie de dire, si je mettais une note sur 20, c'est du style, ça vaut un 12 sur 20. C'est sympa, mais c'est pas révolutionnaire, quoi. Ça fait bien le job en tout cas, voilà. Mais bon, est-ce que vraiment ça valait 15€? Disons qu'à 10 ou 12€, j'aurais estimé que c'était largement suffisant. Bref, toujours est-il que, en tout cas, Fou existe toujours et il publie toujours les bouquins, et ça, quelque part, bravo à eux. On a vu comment le fantôme a été publié aux États-Unis, en Scandinavie, en Inde, en Australie. Du coup, trois très fortes influences du fantôme dans ces pays-là. Il faut remarquer aussi que alors aux États-Unis, on va parler du strip notamment, et du comic book un peu dans les autres pays. Mais très souvent, le fantôme a été vendu dans des endroits où on ne vendait pas de livres. Il a été vendu dans des gares, il a été vendu dans des kiosques à journaux. Et donc, quelque part, il a été accessible à des enfants ou des adultes dans des endroits où en fait il n'y avait pas de BD et il n'y avait pas de roman en fait, très généralement. Donc ça a aussi permis en fait d'ouvrir un marché. Pareil, là j'ai eu une petite hésitation pour enfants, pour adultes. Mais c'est un truc aussi assez important, c'est que il n'y a que en Inde qu'il a été marketé comme étant un récit pour enfants, alors que partout dans le reste du monde, on a considéré que le fantôme était un récit pour adultes. Et de la même manière, Lee Falk, du coup, il fait un récit qu'il lui-même considère être plutôt comme adulte, mais qui conçoit en lisant ses récits à ses enfants pour voir le retour de ses enfants dessus. Donc pareil, on est sur un truc un peu ambivalent comme on disait, et toujours pareil, cette histoire d'ambivalence entre le côté histoire progressiste mais qui transmet des valeurs colonialistes, être du racisme et de l'antiracisme, de la misogynie mais de l'égalité des sexes. Voilà, et de la même manière, en fait, un récit des bouquins qui vont se vendre, pareil, dans des situations un peu ambivalentes, elles aussi. Du coup, putain, faut vraiment que j'arrête avec ça, jusqu'au bout, ça aurait été insupportable. Plusieurs éditeurs de comic book, vraiment plein d'éditeurs, hein, histoire éditoriale assez foisonnante. Des adaptations en roman, une adaptation en film, des adaptations en jeux vidéo. Le fantôme a été vraiment... il continue, pour un personnage de 36, à être adapté, à être présent, même si nous en France on le voit très peu. En fait c'est vraiment une icône dans beaucoup de pays. Et c'est un personnage en fait qui influence en fait des auteurs un peu partout, bien que nous en France on le voit pas du tout. Donc c'est un personnage que je trouve très intéressant à étudier parce que déjà une histoire complexe et
et plein d'ambivalence. Vraiment, je trouve ça... Pardon. Je trouve ça intéressant à voir comment ce personnage correspond pas à des critères auxquels on pourrait s'attendre. Voilà. Et du coup, comment il doit influencer beaucoup de choses sans que nous on s'en aperçoive en France. Qui doit influencer des auteurs, notamment aux États-Unis pour nos lecteurs de comics, qui ont lu du coup des comics, on lit des auteurs américains qui eux ont lu du fantôme. Voilà, même s'ils n'en parlent pas forcément, ils l'ont peut-être vu. Voilà. Et voilà.